Bienvenue à cette belle rencontre cet après-midi avec notre conférencier Louis-Vincent Barthes. Il fera revivre pour nous l'épopée des bateaux blancs. À une époque, plusieurs citoyens de Saint-Ignace gagnaient leur vie sur ces paquebots. Louis-Vincent va nous faire découvrir leur travail et la vie qu'ils menaient pendant la saison de navigation. Avec sa verve et sa mémoire phénoménale des noms, nul doute qu'il va nous étonner avec ses anecdotes. Bon, l'épopée des bateaux blancs, c'est le titre de mon livre qui est paru il y a 2 ans aux éditions Gide de Québec. Et ce livre est né, dans le fond, l'exposition sur les marins de Saint-Ignace que j'avais présentée en 2013. Et puis, je savais que j'avais quelque chose entre les mains, même en 2013. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient, j'espère qu'il va y avoir un livre. Et puis, il est arrivé 8 ans plus tard. Et puis, en faisant des recherches bibliographiques, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose en français sur les bateaux blancs. Je trouvais ça curieux, parce que les bateaux blancs, ils naviguaient seulement sur le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay, en territoire québécois. Il y avait le Carignan, une monographie, qui avait été écrite dans les années 90. Ensuite, il y a eu une exposition sur les bateaux blancs à Charlevoix, une autre monographie qui, dans le fond, qui était le reflet de l'exposition. Et la langue de Shakespeare. On est entouré d'anglophones. Alors, un Américain qui écrit un livre sur les bateaux blancs, assez curieux, plus ou moins, parce que la grande clientèle des bateaux blancs, surtout avant les années 50, c'était les anglophones. Facile à comprendre. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les Québécois ne vivaient pas, ils survivaient. Alors, un des Américains, quand il était jeune, il avait fait une croisière avec ses parents, et puis il était nostalgique. Et puis il a créé un livre intéressant. Et dans les années 90, un autre anglophone qui a écrit l'histoire de la Canada Steamship Line, et il y a un chapitre qui récapitule l'histoire des bateaux blancs, un long chapitre de près de 200 pages. Et je trouvais ça curieux que jamais personne qui s'était attelé à parler des bateaux blancs. Et moi, l'angle que j'avais pris pour mon exposition, c'était de relater l'histoire des marins. Parce que l'histoire de la compagnie, l'histoire des présidents, sont souvent relatées. Mais l'ouvrier commun, on en parle souvent rarement. Et dans notre histoire, bien, la plupart des gens, on a tous et toutes des ancêtres qui ont travaillé à la sueur de leur front pour bâtir le Québec qu'on a aujourd'hui. Et, bien sûr, nos marins font partie de ces... Nos marins et nos... Il n'y a pas de terme... marin est un terme unisexe. Alors, parce qu'il y a des femmes qui travaillaient à bord des bateaux, sur les bateaux blancs, mais même dans la marine marchande, les femmes ont tout le temps occupé des postes à bord des bateaux. Et alors aujourd'hui, on embarque sur une croisière puis on se promène sur le fleuve. On va vous faire découvrir les différents métiers de nos marins. Ici, ceux qui ne le reconnaissent pas, les plus vieux à Saint-Ignace vont s'en rappeler, mon arrière-grand-père, Armand Barthes. Pilote à bord des bateaux blancs. Le dernier bateau, le Saint-Laurent. Le vrai terme, c'est Saint Lawrence. Là, vous remarquez, il a son habit de pilote, son veston. C'est son veston que je porte présentement. Fin des années 50, début des années 60. Avec le veston, il y a une 60aine d'années. Et de très bonne qualité. Je le porte aujourd'hui, c'est en son honneur.
Puis si je navigue aujourd'hui, c'est un peu grâce beaucoup à lui. J'ai eu la chance de le connaître, là. Il est mort, il avait 97 ans et demi. J'en avais 17 à l'époque. Et j'allais... mon oncle Rosaire et ma tante Denise, ils peuvent en témoigner. J'allais souvent faire un tour, puis j'allais jaser. Puis là, ben, mon oncle Rosaire et ma tante Denise disaient « Tu t'en viens naviguer. » Ouais, c'est une chaise berçante. Jacques Félix Saint-Saëns. La particularité de Jacques Félix Saint-Saëns, c'est un Sorellois, un homme d'affaires. Là, il faut se rappeler, on est en 1849. 1849, ça fait grosso modo proche de 90 ans qu'il y a eu la conquête. Les Anglais nous ont conquis. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé? Ils nous ont gardés dans la pauvreté. Mais à partir de 50 ans, 60 ans plus tard, il y a des gens qui se sont réveillés et se sont dit, bien, nous autres aussi, on est capable de s'enrichir, on est capable de faire des affaires. Jacques Félix Saint-Saëns en est un. Saint-Saëns, pour les gens de Saint-Ignace, ça vous dit quelque chose, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont travaillé pour la Saint-Saëns-McNaughton. Bon, Saint-Saëns-McNaughton, c'est la compagnie de remorquage qu'il y avait à Sorel. Mais au départ, Jacques Félix Saint-Saëns, il est tout seul, il fonde la compagnie du Richelieu, la navigation du Richelieu. Et puis, il a convaincu, pour partir, on s'achète 2-3 chalands, un remorqueur, puis on va transporter les produits agricoles de la vallée du Richelieu pour Montréal. Il a réussi à convaincre 34 actionnaires entre Sorel et Chambly pour commencer la compagnie de navigation. Et en 1875, il y a une fusion avec la compagnie de l'Ontario Navigation, qui deviendra la Richelieu and Ontario Navigation Company. On voit que c'est très français. Mais à l'époque, Jacques Félix Saint-Saëns, il est déjà décédé, mais sur le conseil d'administration, on va trouver quand même des Québécois, les Forget. Le père Forget et son neveu, Rodolphe, Rodolphe étant le père de Thérèse Casgrain. Alors, eux seront sur le conseil d'administration de la compagnie Richelieu en Ontario, et ils seront aussi actionnaires. Et là, en 1912-1913, on arrive, les compagnies de lac, les compagnies sur le fleuve font plusieurs transactions. On achète les concurrents, on fusionne, ce qui donnera en 1913 la Canada Steamship Line, qui aujourd'hui appartient à la famille de Paul Martin. Lorsque la Canada Steamship Line se retrouve avec des bateaux passagers, des bateaux de commerce, des cargos, des cargos générales, des laquiers, qui ont une flotte assez diversifiée. On parle d'une centaine de bâtiments, là. Et ça donne un nouveau souffle à la compagnie. Alors, lui, c'est William H. Coverdale. Il prend les rênes de la compagnie en 1922, jusqu'à son décès en 1949. Particularité de Coverdale, c'est que lui, il croit beaucoup en la flotte de passagers. Tellement que lorsque la Canada Steamship Line a été créée en 1913, il n'y a aucun nouveau bateau. C'est tous des anciens bateaux qui ont été construits par les anciennes compagnies. Et il sera le premier à faire construire les 3 bateaux qu'on connaît, le Saint-Lawrence, le Québec et le Tadoussac. Le Richelieu, il a été acquis. Fait que lui, il renouvelle sa flotte, puis aussi, c'est lui qui va faire démanteler l'hôtel Tadoussac pour construire un nouvel hôtel qui est celui qu'on a encore aujourd'hui. Et puis, c'est lui qui va faire reconstruire le manoir Richelieu lorsqu'il va brûler à la fin des années 20. Pour comprendre la vie d'un marin, il faut que tu sois marin. Alors, c'est sûr que pour les terriens, mais l'accessibilité d'une compagnie maritime, mais ça se fait avec les croisières. Et puis,
c'est ça que ça permettait, les bateaux blancs aussi, de vivre une certaine vie de marin pendant la croisière aller-retour, disons, Montréal, de Saguenay, puis on venait à Montréal. Le Richelieu. Lui, il a été construit en 1913 par les chantiers navals de Harlem and Hollingsworth à Wellington, Delaware, aux États-Unis. Il a été transformé au chantier naval Davie à Lauson. Puis, il a été tout de suite en opération en 1923. Bon, derrière, Richelieu, c'est l'entrepôt frigorifique de Montréal, qui a été conçu par l'architecte John Metcalfe de Chicago en 1922. La bâtisse, elle existe encore aujourd'hui dans le Vieux-Montréal. Aujourd'hui, c'est des appartements. Puis là, les 5, il y a 4 tours qu'on peut voir plus à droite, là, mais il y en a 4 sur le dessus de l'édifice. Bon, ça n'a pas été mis là par décoration. À l'époque, c'était le système anti-feu. Dans le fond, les systèmes d'eau étaient en haut. S'il y avait un feu, il y avait un système de gicleur. Et puis, il puisait l'eau qui était dans ces tours-là. Aujourd'hui, c'est des penthouses. Le Saint-Lawrence. Bon, le Saint-Laurent, c'est le premier qui a été construit par CSL. Vraiment le premier navire. Toutes catégories confondues, que ce soit dans la division cargo, laquier, passager. C'était vraiment le premier bateau que CSL a fait construire au chantier Lauson. Et puis, ils ont suivi les plans de l'architecte Herbert C. Seidler, professeur à l'University of Michigan, avec la collaboration d'Alex Campbell, qui était l'architecte en chef à la Davie. Là, on a le Québec. Le Québec, on va en parler tantôt, mais il a connu une fin tragique le 14 août 1950. Lui, il a été construit en 1928. Puis son frère jumeau, le Tadoussac. Bon. Vous voyez ici, là, comme mon point, l'antenne radar. Là, je peux vous dire, la photo a été prise après 1947. Pourquoi? Parce que c'est en 1947 qu'on a installé les radars à bord des bateaux blancs. On est à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Le radar a été inventé par les Britanniques pendant la guerre, surtout pour détecter les avions allemands. Et puis, mais au sortir de la guerre, ils ont dit, ouais, ça pourrait être très, très utile aux civils, tant pour les avions que pour la protection des côtes, mais aussi pour détecter les bateaux. Et surtout quand on a visibilité réduite. Alors, ça augmentait la sécurité pour les croisiéristes et les marins, bien entendu. Et puis, ici, on voit le même édifice. Dans le fond, ici, c'est le quai Victoria à Montréal. Puis, dans le fond, l'autre côté, mais là, on va le voir tantôt, mais l'autre côté, c'est la tour de l'horloge. Dans le fond, la tour de l'horloge, elle a été construite en l'honneur des marins qui sont décédés pendant la Première Guerre mondiale. Et bien, le fameux pont Jacques-Cartier. On a le Richelieu qui est en cale sèche à Lauson. Et puis, on voit ici nos trois marins. Je me suis tout demandé dans cette photo-là si c'était de la témérité ou de l'insouciance. Ah, les plus vieux à Saint-Ignace, vous vous rappelez? Le chauffeur de taxi? Petit Georges. Bon, son nom, Louis-Georges Guivremont, qui a navigué sur le Saint-Laurent avec ses frères. Et puis là, ben, le Saint-Laurent, il est en cale sèche, bien entendu. Fait qu'il en a profité pour monter sur la pale de l'hélice et puis de se faire prendre en photo. Ici, on a
chef mécanicien Omer Péloquin, natif de Sorel. Puis lui, il n'a pas été identifié, mais on présume que c'est un superviseur de la compagnie Canada Steamship Line. On voit ici, ils ont eu un petit accro. Il manque une pale d'hélice. Ça, c'est une de mes photos préférées. Vraiment, on voit l'amplitude du navire. Les hélices ici. Avec, bien sûr, là, c'est la poupe du navire. Les cheminées. Là, ici, dans le fond, c'est un boyau. Ça, c'est l'eau qui sort du boyau. Et eux sont là avec des brosses. Ils sont en train de nettoyer la cheminée. Bien sûr, c'est des travaux souvent qu'on fait lorsqu'on est acquis, parce que le bateau, il ne bouge pas. Il n'est pas en mouvement. On n'a pas le roulis ou le tangage dû aux vagues. Fait qu'on est vraiment acquis. Et pourquoi on le sait qu'on est acquis? On a notre fameuse entrepôt frigorifique. Ici, il était assistant steward. André Saint-Jean de Louisville. Et puis, lui a navigué de 1953 à 1963. Il a fait une dizaine d'années sur des blancs. Il a commencé, il était garçon de cabine. Et puis, jusqu'à assistant commissaire. Et puis, on voit la clarté des couleurs sur la cheminée. On voit qu'ils sont très propres. Chez CSL, les dirigeants prenaient vraiment au sérieux le nettoyage. Ils voulaient que leur cheminée soit propre. Puis, pourquoi l'importance des cheminées pour CSL? Bien, c'est selon le surintendant de la peinture chez CSL à la fin des années 20, William Wolford. Il dit la première chose que l'on observe d'un vapeur lorsqu'une personne est à terre, ce sont les cheminées. C'est la tâche de notre compagnie d'entretenir nos cheminées de tous nos navires afin qu'elles soient éclatantes, propres et attrayantes. Alors, on voit le rouge, le blanc et le noir. Les couleurs arborées par CSL. C'est encore aujourd'hui les couleurs qui sont que l'on distingue sur les cheminées des bateaux de CSL. Et dans le fond, il y a raison, parce qu'à chaque fois qu'on regarde le fleuve, on voit des bateaux. Oui, il y a le nom. Des fois, on n'est pas capable de donner le nom, mais souvent, la cheminée, il y a l'emblème de la compagnie sur les cheminées des navires. Et notre œil va être attiré automatiquement vers la cheminée. Puis une autre raison pourquoi notre œil est attiré par la cheminée, c'est que soit qu'il y a de la vapeur qui sort ou de la fumée. La roue d'urgence. La roue d'urgence sur les bateaux blancs, il l'avait mis en arrière, ça n'a pas. Pour quelle raison, je ne le sais pas. Regardez la grosseur de la roue. Imaginez-vous que le bateau il perd son appareil à gouverner principal et il faut utiliser la roue d'urgence. Et que là, il dit tout à tribord. Je pense que d'après moi, il fallait qu'il se mette 2 à 3 pour la tourner la roue. Et comme qu'elle était accessible. Mais la roue, ça a fait beaucoup de photos. Que ce soit les marins, les croisiéristes, et prenaient goût à aller se faire photographier à la roue. Ici, je ne sais pas s'il y en a qui les ont reconnus. Jacques Cournoyer, Pierre-Émile Bergeron. Il doit avoir reconnu ton frère. Un autre concitoyen de Saint-Ignace, Évariste Chevalier. Évariste a travaillé de nombreuses années aussi sur le traversier. Lucien L, Catherine Lagardeur, matelot. Évariste, un joueur d'accordéon. Alors, chauffeur. Dans le fond, là, on voit Évariste dans son travail.
il est en train d'alimenter la chaudière qui va créer la vapeur, qui va faire fonctionner les pistons du moteur. On dit moteur, mais dans le fond, c'est une machine. La machine à vapeur. Sur les bateaux blancs, deux moteurs, deux machines à vapeur. C'était des machines à piston, à triple expansion, comme dans le Titanic, on peut voir. Et puis, 6 chaudières, 3 chaudières par machine. Et puis, il était 2 chauffeurs par corps. Donc, on trouvait 6 chauffeurs à bord des bateaux. Là, Évariste est à bord du Saint Lawrence. C'est à bord du Richelieu. Régent était graisseur. Et puis, on peut voir ici, la cigarette sur le lieu de travail n'était pas prohibée à l'époque. Bon, le graisseur, lui, il assistait les officiers mécaniciens dans les tâches quotidiennes d'entretien des, bon, aujourd'hui on dirait des moteurs, mais les machines principales, la machinerie auxiliaire ainsi que la réparation de ceux-ci. En marche, il devait lubrifier les pièces mobiles des 2 machines à vapeur ainsi que des appareils auxiliaires. C'est là qu'on voit mon Régent est en train de huiler. La photo a été prise en septembre 1959. On trouvait 2 graisseurs par corps de travail. Alors, il y a 3 corps de travail sur un navire, alors il y avait 6 graisseurs à bord. Puis les graisseurs, on en retrouve encore aujourd'hui sur les navires, tandis que les chauffeurs, c'est un métier qui a disparu, étant donné que les bateaux sont rendus au diesel ou au mazout lourd. Régleur d'eau. Régleur d'eau, lui, c'est lui qui surveillait la pression et le niveau d'eau des chaudières, puis il ajustait selon la demande d'énergie. Alors, c'est sûr que si on demandait pleine vitesse, bien là, il fallait qu'il vérifie, il fallait qu'il rajoute de l'eau, et puis il fallait qu'il regarde sa pression. C'est à bord du Saint-Laurent, Paul Laforêt. Il a navigué à bord du Tadoussac, puis du Saint-Laurent. Puis à bord du Saint-Laurent, il était régleur d'eau. La photo a été prise en 1957. Et puis il y avait un régleur d'eau qui était en charge des 6 chaudières. Fait qu'on en trouvait un par corps. Fait qu'on avait 3 régleurs d'eau à bord des bateaux blancs. Paul-Émile Boucher, lui était 2e mécanicien à bord du Richelieu. Le 2e mécanicien, c'est le bras droit du chef mécanicien. Le chef mécanicien, lui, il est de jour. Il est en charge de la salle des machines. Et puis, pour l'assister, il y a 3 mécaniciens, 2e, 3e, 4e. Et puis, chacun a son corps de travail. Puis là, quand je dis corps de travail, c'est vraiment un corps. C'est 4 heures. Là, on fait 2 corps, les officiers de pont et les mécaniciens font 2 corps de 4 heures dans la journée. Ici, c'est les membres d'un corps de la salle des machines à bord du Saint-Laurent. Là, ici, Claude Loisel de Sorel. On trouve Paul Laforêt. Julien Péloquin de Sainte-Victoire. Ici, c'est Joseph Etier. Il était 4e mécanicien. Puis les deux ici, ils n'ont pas été identifiés. Les corps, on les nomme par les heures que l'on travaille. Alors, souvent, les 4e mécaniciens et le 3e maître on dit sur la 8-12. Ils travaillent de 8 heures à midi et de 20 heures à minuit. Ensuite, le 3e mécanicien et le 2e maître vont travailler, on dit, sur le corps de la 12-4. Midi à 16 heures, minuit à 4 heures. Et le 1er maître et le 2e mécanicien, c'est à 4-8. 4 heures le matin à 8 heures et de 16 heures à 20 heures. Là, ici, là, on est des
navires à vapeur. Et puis, pour contrôler la vitesse, mais c'est avec l'énergie qu'on donne aux machines. Et puis, les contrôles étaient à la salle des machines. Et là, on utilisait un télégraphe. Alors, l'officier de quart ou le capitaine demandait, lorsqu'il voulait une vitesse quelconque, il utilisait le télégraphe pour envoyer le signal à la salle des machines. Alors, eux, exemple, si on était à vitesse lente, puis on demande demi-vitesse, là, on met le télégraphe sur demi-vitesse, et là, eux vont avoir le signal dans la salle des machines, puis là, tant qu'ils n'auront pas mis la flèche sur demi-vitesse, là, ils vont entendre ding, 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 ding. Et puis là, une fois qu'ils ont mis à demi-vitesse, la sonnerie arrête. Et puis là, eux vont transférer l'énergie nécessaire pour se rendre à demi-vitesse. Bon, ici, c'est une photo que j'aimais bien. Surtout que elle parle beaucoup, cette photo. Surtout en 2025. Parce que souvent, on dit que le Québec est refermé sur lui-même. On a entendu ça ad nauseam dans nos cours d'histoire. Là, on était dans les années 50. Là, on remarque, bon, ici, Gilles Massé, Paul-Ovid Chevalier, Gérard Bergeron. Bon, ici, il y a une personne racisée noire. Lui, c'est un Indien, mais un Indien de l'Inde. C'est pas un autochtone, c'est un hindou. Fait que là, on a 3 Québécois de souche. Saint-Ignace de Loyola, années 50. 3 catholiques qui devaient croire en Dieu, je présume. Puis qui sont avec de personnes d'autres cultures. Et puis, j'avais posé la question à Gilles. Il dit, comment vous viviez avec... de travailler avec des personnes de d'autres cultures. Il me donne répondre. Toi, ça te dérange-tu de travailler avec des autres? Ben non, ça ne me dérange pas. Ben, il dit, c'est la même affaire dans notre époque. On n'était pas plus épais que vous autres. Alors, si on dit encore que les Québécois étaient refermés dans les années 40, 50, bien, à quelque part, je pense que les anglophones ont voulu amplifier le mythe. Et fait que j'ai beaucoup aimé cet échange-là. Et puis, écoute, moi, Gilles me dit qu'ils ont eu beaucoup de plaisir à travailler avec ces personnes-là. Que lui, il n'avait rien à dire. Et puis, qu'il s'entendait avec tout le monde. Puis que lui, j'avais posé, est-ce qu'ils ont été victimes de racisme? Il m'avait répondu, il dit, écoute, il dit, personnellement, il dit, moi, j'en ai pas vu. Mais il dit, là, c'est sûr qu'il n'était pas avec eux tout le temps, fait qu'il ne pouvait pas garantir. Mais, il dit, sur son corps de travail, il dit, c'était des humains comme tout le monde. Alors, la cuisine. Ici, ben, lui, il n'est pas identifié, lui non plus. Pour les vieux, Honorius Caius Valois. Alors, lui, il était chef cuisinier de l'équipage. Il fallait qu'il sert 183 repas par jour pour l'équipage, parce que l'équipage des bateaux blancs, c'était environ 183 personnes. Et puis, 183 fois 3 repas. Alors, il y avait du pain sur la planche, comme qu'on peut dire. Regardez le nombre d'assiettes. Je pense que le travail le plus intéressant, c'était plongeur. Ici, c'est le chef cuisinier du navire de Saint Lawrence. Il est encore en vie. 91 ans, 92 ans, Vital Marchand. Il reste à Saint-Eulalie. Je suis allé le rencontrer, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Et puis, c'était vraiment une rencontre vraiment intéressante.
Et puis, il est natif de Masquinongé. Et puis là, pour la petite histoire, parce qu'on est entre amis, il se trouve, son beau-frère, c'est Jacques Riquet. Fait que la femme à Jacques Riquet, c'est sa sœur. Fait que le monde est petit. Parce qu'il me dit, tu connais-tu? Il dit, mon neveu, là, ben, il dit, il est marié avec ma nièce. Il dit, Alain Moreau. Il dit, Alain Moreau. Ben, j'ai dit, je suis dans son équipe de balle. Je dis, il lance pour nous autres. Moi, j'allais le rencontrer sans savoir ça. Là. Fait que c'est, dans ces rencontres humaines-là, il y a tout le temps des anecdotes. Et puis, c'est là que tu te rends compte que le monde est bien petit. Fait que là, il avait fait un bateau. C'était le gâteau. Et puis là, on peut reconnaître quelques personnes de Saint-Ignace. Évariste Guivremont, un autre joueur d'accordéon. Jacques Cournoyer, Paul-Émile Boucher. Et ici, il y en a certains qui l'ont connu. Ça, c'est le chef mécanicien Émilien Laroche. Ici, on retrouve le capitaine Donaldson. Et lui, ici, c'est le premier officier Arthur Lacoa. Là, pour parler de la cuisine, c'est sûr, quand j'ai parlé avec Vital, je demandais comment il y avait de personnes à sa charge. Et puis, il y avait pas mal de monde dans la cuisine. Il y avait un boucher, un assistant boucher, un pâtissier. Il y avait même un poissonnier. Il y avait des laveurs de vaisselle. Il y avait... Parce que là, j'ai dit, ouais, mais le laveur de vaisselle, c'est un plongeur. Il dit non. Il dit deux choses différentes. Donc, les laveurs de vaisselle lavaient vraiment les assiettes, les bols. Tandis que les plongeurs, eux autres, avaient les gros chaudrons. Il y avait deux personnes, il dit, il y avait des mopeux. Qu'est-ce que c'est, des mopeux? Il dit des concierges. Oui, il dit des concierges juste pour s'occuper de laver le plancher dans la cuisine. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, après, non, tout le temps. Parce qu'en cuisinant, il faisait beaucoup d'eau. Fait qu'il fallait tout le temps qu'il passe la mop pour s'assurer que la vadrouille, pour s'assurer que ce ne soit pas glissant dans la cuisine. Il y avait le chef cuisinier de l'équipage, puis il y avait 7 de mémoire, là, il me semble que c'est 7 assistants cuisiniers. Puis il y avait un veilleur de nuit. Qu'est-ce que c'est, un veilleur de nuit? Je dis, il veillait pour pas que le monde aille fouiller dans les frigidaires. Ah non, il dit, c'est lui qui s'occupait des poêles. Qu'est-ce que c'est, les poêles? Parce que les poêles à bord des bateaux blancs étaient au charbon. Il fallait que le veilleur de nuit entretienne le feu toute la nuit pour que le matin, il soit prêt à faire à manger. Parce vous savez, quand on part un charcoal, c'est assez long avec des briquettes. Mais eux autres, c'est ça. Fait que lui, le job du veilleur de nuit, c'était ça. Entretenir le feu des poêles à charbon. On avait les serveuses. Il y était 25 serveuses à bord. Puis il y avait 8 aides-serveurs. Dans le fond, communément appelés des boss boys. Puis, il y avait une... Ah oui, parce que lui, il m'expliquait ça. Il y avait une fille, elle s'occupait juste de faire des salades. Il y en a un autre, je pense, elle faisait juste du café. Elle était à la cafetière, puis elle était comme Christian là-bas, là. Les garçons de cabine. Bon, c'est André Saint-Jean de Louisville, ici. Ça, ces photos-là ont été prises avec les serveuses. Et cette photo-là, c'est vers 1953 à bord du St. Lawrence. Les garçons de cabine, ils étaient 12. Eux, leur travail, c'est de transporter les bagages des passagers, nettoyer les coursives intérieures, balayer les cabines des passagers lorsque ceux-ci débarquaient, faire le bain. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, faire le bain? Ça, faire le bain, c'est le service aux cabines. Et eux, le soir, là, ils s'échangeaient ça. Étant donné qu'ils étaient 12, fait que chacun il était
chaque soir, il y en avait 3. Et ils s'assoyaient sur le banc, puis il y avait un panneau lumineux devant eux. Et puis, là, aussitôt qu'il y avait une lumière qui s'allumait, il pouvait voir c'était quelle cabine. Ça veut dire que la personne qui était dans sa cabine voulait un service, pesait sur le piton. Puis là, eux, c'était un témoin lumineux, fait que là, ils savaient qu'à la cabine 25, il y a quelqu'un qui demandait. Fait que là, eux, ils se rendaient à la cabine, cognaient, et puis, c'est quoi le service? Et puis, vous pouvez vous imaginer, ces jeunes hommes ont dans la vingtaine, et il y a des madames de langue anglaise qui voyagent seules. C'est qu'est-ce qui m'a été compté. Alors, il se levait la main pour oui, je veux faire le vent. Il pouvait transporter 550 passagers, mais en moyenne, il y en avait à peu près 400. Puis une fois par semaine, le commissaire de bord puis le capitaine faisait l'inspection des cabines. Et puis, lui, André Saint-Jean, me disait qu'il vérifiait tout. Là. Même, c'est sûr, dans chaque cabine, il y a des tuyaux qui passent. Souvent, c'est des tuyaux pour la robinetterie. Et puis, ils passaient leurs doigts par-dessus pour s'assurer qu'il n'y a pas de poussière. Ils regardaient en dessous du lit, en dessous du lavabo. Donc, vraiment, les inspections étaient faites. Et puis, il fallait que ça soit propre. Si c'était pas propre, s'il y avait de la poussière, on recommençait. Fait que, les femmes de cabine puis les garçons de cabine, bien, ils savaient tant qu'à recommencer 2 fois, bien, on se souvient de le faire comme il faut la première fois. Et puis, dans le personnel hôtelier, on retrouvait aussi un préposé aux toilettes, parce qu'il y avait des toilettes sur les étages, et parce qu'il n'y avait pas de toilettes dans les cabines. On retrouvait un petit lavabo, et puis sinon, c'était des toilettes et des douches sur chaque pont. Et puis, fait que là, on avait des proposés aux toilettes qui étaient là pour laver les douches et les toilettes. Puis on avait un concierge pour le hall puis le grand escalier. Puis on avait un proposé au salon. Salon de détente, qui avait une vue panoramique qui était à l'arrière du navire. Alors, on avait une personne juste pour nettoyer ces endroits-là. Il était 9 matelots, plus un maître d'équipage à bord. Là, ici, on a certains des matelots. On connaît ici Fernand Plante, Saint-Ignace, Gérald Massé, qui est natif de Saint-Ignace, mais qui demeurait à Berthier, qui a travaillé, après avoir navigué, a travaillé pour la ville de Berthier. Bon, les matelots, eux, à bord, ils assistaient aux opérations d'amarrage, d'appareillage du navire, à assurer le bon fonctionnement, l'entretien et la réparation des équipements de pont, tels que les treuils, le guindeau. Là, ici, c'est le guindeau. Le guindeau, c'est l'appareil qui remonte ou qui descend la chaîne. Fait que ça, c'est la chaîne d'angle. C'est les angles du navire, mais ça, c'est la chaîne. Et puis, en dessous, ici, on a le puits aux chaînes. Fait que la chaîne, si on la descend, on la remonte. Et puis, après le guindeau, on a un tambour. On appelle communément la poupée. Et puis, bien, on peut utiliser la poupée pour... lorsqu'on amarre le navire, on a des treuils pour les câbles. Et puis, quand on veut utiliser les amarres, on peut attacher le navire, puis on va prendre le mou en utilisant la poupée. Bien entendu, il faut désengager le treuil, le guindeau. Et puis, bien, avant de désengager, on s'assure que le frein est mis pour bloquer la chaîne, pour qu'elle descende. Et ensuite, on désengage notre guindeau. Et puis après ça, on peut actionner la poupée qui va tourner librement. Et puis on prend le mot du câble. À quai, les matelots, ils n'étaient pas... on travaille 7 jours sur 7, c'est un navire. Donc, ils n'étaient pas en repos. À quai, les bateaux blancs transportaient du fret, des marchandises. Pour le Saguenay, pour Tadoussac, pour la Malbaie, à Pointe-au-Pic. Alors, c'est eux qui... Puis là, on s'entend, ils déchargeaient ça au buggy, au diable.
ça leur prenait le temps qui était à quai, bien, il y avait c'était là qui fait, disons qu'il n'y avait pas de temps de perte de temps à faire pour décharger la marchandise avec leur yaourt. Alcide Thibault était vigie à bord du Tadoussac. Et puis, c'est son fils, Donald, qui me contait une bonne anecdote que son père lui avait racontée à l'époque, dans les années 30. Et puis, bon, là, on s'entend, on est dans les années 30. 90% des croisiéristes, c'est des anglophones. Puis, nos Québécois savent que les Anglais ont de l'argent. Puis, ils transportaient des autos. Il y avait un pont, le pont inférieur, il pouvait transporter des autos. Et fait que là, il y avait un Latour de Sorel. Son nom, c'était Tidé Latour. Fait que Tidé Latour, puis Alcide Thibault, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux autres? Ils allaient dégonfler le pneu de l'Américain. Et puis, là, quand il venait pour sortir l'auto, il disait fait que là, les gars ne parlaient pas en anglais, fait que ça parlait en signe. De ton pneu, ça. Ah, on va le gonfler. Alors, il gonflait. Les Américains étaient bien contents. Vous êtes gentils, tout ça. Tipet, Tidé et Alcide. Fait que c'était leur façon de majorer leur salaire. Gilbert Daisy. Lui, il était homme de corps à bord. La dernière année, qu'il a navigué, il était timonier. Puis quand il a commencé, en 1953, il était matelot. Et puis l'homme de corps, lui, bon là, il est avec, sur la photo, il est avec Albert Guérin de la Malbaie, puis le capitaine Lodge. Et puis Gilbert, il a navigué seulement sur le Richelieu. Il a passé de 1953 à 1965 sur le Richelieu. Puis l'homme de corps, lui, son travail, bon, c'est de réveiller les autres qui étaient de corps, et bien sûr son remplaçant. Il servait le café ou le thé, puis la collation au personnel de la timonerie. Il nettoyait la douche et la toilette des officiers de navigation. Il pouvait assister le personnel navigant si nécessaire. À quai, l'homme de corps avait la responsabilité de l'accès au navire. Une autre anecdote que Gilbert m'a contée. Ça arrivait que des fois, des grandes compagnies, General Motors, Sun Life Canada, ils louaient le navire. Il y avait juste leur personnel qui pouvait embarquer à bord. Puis, dans les années 50, fin des années 50, General Motors, Détroit, loue le navire, le Richelieu, et puis ils partent une semaine. Là, on s'entend qu'il y avait juste des hommes à bord. Donc, là, le bateau, il décide qu'ils s'en vont faire un arrêt, passer la nuit à Rimouski. Mais pas tout à fait Rimouski, parce qu'il n'y avait pas de quai à l'époque. C'était à Pointe-au-Père. Et puis là, il accoste le navire là, donc les hommes s'en vont à terre. Et puis, Gilbert, il dit, on avait eu hâte, aucune femme à bord. Et là, les gars, quand ils sont venus, ils étaient avec des femmes. Fait que là, il dit, on a eu plein les bras ce soir-là, parce que les femmes voulaient embarquer à bord avec les Américains. Et puis, bien entendu, les gars avaient pris un coup. Laisse-la passer. Et puis là, Gilbert, il a fallu qu'il réveille les matelots, venir l'aider, parce qu'il n'était pas capable de contenir les hommes qui revenaient avec des femmes de la région de Rimouski. On a ici une photo du Richelieu. Alors, pourquoi on sait que c'est le Richelieu? La roue est en brasse. Tandis que les trois autres navires, Québec, Saint-Laurent et le Tadoussac, la roue est en bois. Et là, on peut voir toute le brasse qu'il y a à bord, le cuivre. Alors, ici, c'est le gyrocompas, les manivelles, la roue. Lui, le timonier, il tient la barre. C'est lui qui conduit le navire. Fait qu'il exécute
les ordres de bord du capitaine ou du pilote ou de l'officier qui va être en charge du corps. Fait que là, ceux qui pensaient que c'est le capitaine qui conduit, bien, il conduit d'une certaine façon, parce que c'est lui, avec son expérience, il sait quand tourner, parce que c'est les marques, ou le pilote, il a ses marques pour suivre le cap. Mais c'est le timonier vraiment qui va tourner la roue, qui va exécuter l'ordre du capitaine ou du pilote, et puis qui va garder le cap demandé. Et souvent, ici, comme dans le fleuve, on a des alignements. Fait que quand les alignements sont en ligne avec le mât du navire, bien, tu sais que tu es dans le centre du chenil de navigation. Et à quai, bien, le timonier, avec les vigies, bien, vous voyez, on voulait que ce soit vraiment propre, étincelant. Alors, lorsqu'on est à quai, bien, on frotte. Fait qu'on s'arme de patience. Il y a une personne connue ici de Saint-Ignace, ici, Germain Latour, qui a été, je pense, cette photo-là, à l'époque, Germain a commencé, bien, 3e maître, 2e maître. Ensuite, il est devenu pilote. Et puis, cette photo-là est des années 50. Puis je crois qu'à l'époque, Germain était 2e maître. Ici, on reconnaît Rénal Etier, dit Pateau. Ah. Il a navigué à l'âge de 17 ans, jusqu'en 1966. Il a arrêté de naviguer. Puis là, pour ceux qui ne connaissent pas Rénal, vous avez sûrement entendu parler de Miss Autoroute, la petite souris. Bon. C'est Rénal qui avait ouvert le restaurant avec sa femme, Lauriane, Miss Autoroute, à l'époque. Et puis, il est retourné naviguer en 1986, 20 ans plus tard. Malheureusement, il a perdu la vie dans le naufrage du remorqueur Patricia McAllister en 1991. On voit les marins, ils ont reçu leur gage. Ils comptent. Ils comptent leur argent. Alors, il faut savoir que même moi, j'ai connu ça, là, jusqu'à 2012-2013. Les marins, on était payés une fois par mois, le 30. Et puis, bon, là, moi, je n'ai pas connu ça, mais à l'époque, tu pouvais... Ben oui, j'ai connu ça. On pouvait avoir une avance. Même sur les bateaux blancs, ils pouvaient donner une avance comptant, puis le reste, il était envoyé, c'était un chèque. Puis souvent, les hommes l'envoyaient à leur famille. Mais c'est sûr que l'avance était déduite. Et puis, jusqu'en 2000, je vous dis, 2012-2013, on avait les gages une fois par mois. Alors ici, bon, on est à la fin du mois, bien entendu. Là, lui, il s'appelle Laval Richard. Non identifié. Maurice Tremblay. Bon, ici, je sais que la photo est moins claire, mais Laurent Laforêt. Laurent Laforêt, là, parce il y avait deux Laurent Laforêt à Saint-Ignace, là. Lui, c'est Laurent Laforêt du rang Saint-Joseph, mais qui restait dans le rang Saint-Laurent, qui était marié avec Adrienne Cournoyer, puis Édouard Saint-Onge. Les officiers de pont du Richelieu, on est vers 1959. Robert Thériault, deuxième officier. Jean Baudry, premier officier. Le capitaine Joe Lodge. Le troisième officier n'est pas identifié. Germain Latour, pilote. Et puis ça, c'est l'opérateur radio. Lui non plus n'est pas identifié, mais bon. Souvent, on le sait, les grades, c'est par leur banane ici. Fait que lui, le radio opérateur, regardez
ces bananes, là, ces lignes jaunes, c'est comme un courant. Lui, c'est sûr, à l'époque, on parle, c'est un télégraphiste, parce que là, c'était le radiotélégraphe. On n'avait pas encore le radio VHF. Et puis, ici, on voit, il y a une ligne, 3e mètre. On voit le capitaine, il y en a 4. Bon, le 1er mètre, on ne le voit pas, mais c'est 3. Puis le 2e, on voit que c'est 2. Et puis ici, ben, c'est la bouée de sauvetage. Ici, c'est un fumigène. Et là, l'avantage, c'est que s'il y avait une personne qui tombait par-dessus bord, là, ici, on ne le voit pas, il y a comme une goupille qui retient, ben, qui traverse comme la paroi. Souvent, c'est une cheville de bois qui retient. Et puis, en la retirant, mais automatiquement, la bouée tombe sur le côté du navire. Il va suivre le sillage du navire. Et puis, le fumigène, aussitôt qu'il va toucher à l'eau, va s'activer, va faire une fumée orange. Donc, ça va être plus facile de rapatrier la personne qui est tombée à l'eau. Les officiers qui ont l'habit du dimanche sont d'un blanc immaculé. Bon. La photo a été prise en juillet 1959. Robert Rio est 3e officier. Alors, lui, il n'a pas été identifié. Bon, la dame non plus. Capitaine Joe Lodge. Germain Latour, pilote. Et puis, le choix des uniformes blancs pour les officiers n'était pas fortuit, tel que le relate Edgar Andrew Collar dans Passage tout dessus, le livre que je vous ai montré tantôt. L'image du blanc immaculé des navires était accentuée par l'uniforme blanc de la tête aux pieds porté par les officiers de navigation. C'est sûr, étant donné que bateau blanc, le surnom de la flotte, avec nos officiers tout en blanc, c'est sûr qu'on avait une continuité à bord. Et puis, remarquez, moi j'aimerais ça savoir à qui appartiennent les mains. Il y a un mélange de mains ici, mes amis. Après, où est Charlie? Ben, c'est à qui sont les mains? L'équipage du Saint-Laurent. Là, il y a une anecdote à cette photo-là. Mon oncle Rosaire, il va être content. Alors, ici, on reconnaît mon arrière-grand-père, Armand Barthes, pilote à bord. Capitaine Simard, Arthur Lacroix, le pilote Savard. Et puis ça, je crois que c'est le pilote Lafleur. Et puis le steward, le chef cuisinier, c'est un Lemieux. Bon, les autres, ils n'ont pas été identifiés. C'est chez mon oncle Rosaire. La photo, elle date des années 60. C'est un jour de l'an. C'est la famille Barthes qui se réunit pour le jour de l'an chez Armand et Rosalia. Et puis, ces archives-là, ben, c'était des photos qui appartenaient à mon grand-père Louis Armand, et puis que mon oncle Jacques avait, puis il m'avait donné ça. Et puis, bon coup, ben, je vois une photo, moi, ici. Fait que là, j'ai dit, c'est une photo de marin, ça? Fait que je prends la loupe. Ben oui, c'est un équipage. Fait que je m'en vais chez mon oncle Rosaire. Fait que j'y montre la photo. Je dis, prends la loupe. Puis il y a eu le réflexe de regarder sur le mur. Alors, je disais pas là, la photo. Fait que ça demeure que je me rappelle pas de ça. Fait qu'il dit, m'a regardé. Fait que quelques jours après, je retourne. Il dit, j'ai pas ça, cette photo-là. Je sais pas c'est où. Il dit, je me rappelle pas de l'avoir vue. En 2013, quand j'ai fait mon exposition, je navigue. Et puis, il y a un pilote qui me dit, écoute, il dit, il y a un gars à Sacré-Cœur. Ça, c'est au nord de Tadoussac. Il dit, il y a une collection des photos des bateaux blancs. Il dit, c'est extraordinaire. Il dit, le matériel qu'il y a.
Bon, comme Tadoussac puis Sacré-Cœur, c'est pas Berthierville, il fallait que je trouve un moment d'aller là. Et puis aussi, ben, j'étais un jeune père. Mon fils était jeune. Fait que de trouver le moment, c'était assez difficile entre mon travail, la vie familiale. Alors, puis là, j'avais quand même 801 photos d'exposés. Alors, on ira pas voir le gars. Bon, là, lorsque le projet du livre Les bateaux blancs, ouais, ça serait peut-être une bonne idée d'aller voir le monsieur. Alors, je le contacte. Monsieur, c'est Paul Desgagnés. Il dit, ben oui, mon jeune. Il dit, je suis prêt à te recevoir. Et puis, je m'en vais là, une fin de semaine. Ma blonde m'accompagne. Puis on s'en va chez M. Desgagnés. Et puis, on avait réservé une chambre dans Charlevoix. Et puis, au grand désespoir de ma blonde en arrivant, le monsieur, il dit, qu'est-ce que tu veux voir? Mais tout ce que vous avez. Alors, la femme de M. Desgagnés regarde ma blonde. Oui, elle dit, vous allez coucher ici ce soir. Elle dit, toi, tu vas être endormi, puis elle dit, eux autres vont être au whisky. Ah, c'est un bon plan de match, ça. Alors, il descend des albums, puis il en descend, puis il en descend. Je dis, tabarnouche, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas sorti du bois. Bon, comme mon livre, c'est un hommage aux marins, le monsieur avait plus des photos de bateaux. Moi, j'étais plus intéressé par le personnel. Mais c'était quand même vraiment extraordinaire, toutes les photos qu'il y avait, mais disons que je pouvais feuilleter assez vite. Puis, il y avait quelques photos avec des équipages, dont celle-là. Et puis, en voyant en photo Saint-Laurent, j'ai dit, c'est sûr que Pépé, il est là. Fait que je dis au monsieur, hey, mon arrière-grand-père, il est là. Il dit, ah ouais. Fait que là, je dis, bon. Il dit, les avez-vous en numérique? Ah, il dit, oh, oui, j'ai ça sur mon ordinateur. Fait que là, il s'en va. Il ne trouvait pas le fichier, il ne trouve pas la photo. Fait qu'il dit, je te donne la photo. Hein? Ah oui, il dit, ton arrière-grand-père, il est là, je te donne. Ah, merci bien. Fait qu'on est parti vers l'heure du souper. Et puis la photo, j'ai mis ça dans mon porte-document. Et ça restait là. Puis quelques semaines plus tard, je m'attarde à la photo, la dite photo. Et puis là, mon subconscient est venu me travailler. Il dit, calique, il me semble que je l'ai déjà vu, cette photo-là. Ça n'a pas de Saint-Bon sens. Là, il faut que je sors le vieil album de famille. Puis là, je commence à sortir la loupe. Puis là, je vois ouais, ça ressemble bien gros. Puis là, je vois les uniformes bleus. Je vois ici la bouée de sauvetage. Je vois le gars en blanc en arrière, puis je vois que le gars, le premier à gauche, il a des pantalons blancs. Puis là, je comparais deux photos, puis j'ai dit ça même. Fait que j'ai dit, moi, la photo qui était supposément chez mon oncle dans le rang Saint-Joseph, à 1,5 km de chez nous, je l'ai retrouvée à Sacré-Cœur, c'est la Côte-Nord. Fait que j'ai dit, pas mal. Fait que le monde, il est petit. Quand on reçoit, bien, il faut donner. Et puis, lui, le monsieur, il est à Maquettis en plus. Fait que j'ai pas beaucoup de photos de l'intérieur. Fait que comme je n'avais, bien, j'en ai transmis quelques-unes. Et puis, en voyant celle-ci, il me parle des cochers. Fait que lui puis sa conjointe en même temps, des Ovington. Des quoi? Des Ovington. Je comprends pas. Il dit la famille Ovington. Ah, OK. Je dis, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux autres, les Ovington? Bien, il dit, c'est eux autres qui avaient le contrôle des cochers. Fait que c'est sûr que lui, ici, c'était un monsieur Ovington de Tadoussac. Puis là, ici, le bateau, c'est comme un bateau de plaisance, mais avec M. Desgagnés, j'ai compris que c'était... il y avait une pisciculture à Tadoussac pour l'ensemencement du saumon. Et puis, c'était le bateau qui appartenait à la pisciculture. Ça, c'est l'équipage du Québec. Puis là, on en reconnaît quelques-uns, là. Gilles Valois,
Là, je pense ici Alcide Bergeron, Lucien Saint-Martin. On sait que c'est le Québec. Gaston Flybin Bergeron. Matelot à bord du Richelieu. Là, on voit ici la perspective. Là, on est dans les années 50. Alors, jouer avec la photo, même nous avec le numérique, nous n'avons rien inventé. La roue tourne. Et qu'est-ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que nous, avec le numérique, « Hey, pas bon, on va recommencer. Hey, pas bon, on va recommencer. » Eux, voilà pas qu'ils se trompent, là. On s'entend que c'était sur un film, puis ils découvraient si la photo était bonne une fois développée. Alors, je trouvais ça assez spectaculaire pour les appareils qu'il y avait à l'époque. Puis, on voit Gaston est quasiment aussi grand que le navire. On dirait qu'il est aux côtés d'une maquette. Wilfrid Cournoyer, Willy Bergeron, eux, ils étaient agresseurs à bord du Québec. Là, on remarque ici l'appareil photo. L'appareil photo, c'était c'était un Brownie Target 616 de la canadienne Kodak Company Limited. Bon. Cet appareil-là a été très populaire. Il a été fabriqué au début des années 40 jusqu'au début des années 50. Puis, on pouvait se le procurer pour la modique somme de 3 $. On est à bord du Tadoussac en début des années 50. Les joueurs du Canadien sont en tournée et jouent à la balle molle. Ken Mosdell, Hector Toe Blake, le capitaine du Tadoussac, Anatole Delage, Émile Bouchard, qui est venu acheter chez Vaches ici dans les rangs Saint-Michel. Lui, ici, c'est le président de la brasserie Molson à Québec. Buddy O'Connor. Et là, regardez, Ken Mosdell puis Toe Blake, Bouchard. Eux sont sur le pont du navire. Puis ici, on a le treillis. Regardez, le capitaine il est là, puis il est de la même grandeur. Fait que, on peut dire que Ken Mosdell puis Bouchard, quand on entend dire qu'il était grand, mais on a la preuve ici. Ah, ici, c'est Raymond Charlot Barthes. Bon, lui, on va vous le dire quand même, là, mais je pense qu'on devrait même pas le nommer, parce que tout le monde devrait le reconnaître. René Lévesque. Ici, Jacques Coco Barthes. Donc, en 1963, le Parti libéral de Jean Lesage est au pouvoir et le gouvernement a loué le navire Tadoussac pour aller faire une tournée sur la Côte-Nord. Et puis, ils sont au quai de Bécomo. Là, c'est le développement, le maître chez nous. On développe la Manique. On développe le secteur minier. Et René Lévesque est ministre des Ressources naturelles à l'époque. Bon, les passe-temps à bord. Les passe-temps, bien, on joue aux cartes beaucoup à bord des navires. Fait que là, ici, 3 personnes de Saint-Ignace. Gérard Caward Laforêt, Paul-Émile Thibault, Édouard Charles Courchaine. Et là, par contre, la photo, elle dit pas c'est quoi l'enjeu. C'est des allumettes, des caramels, de l'argent. Mais, chose est certaine, ils savent pas qu'ils sont photographiés, puis la partie de carte a de l'air sérieuse parce qu'il n'y en a pas un qui rit. Et puis, on joue au crib aussi. Puis le crib, moi, j'ai découvert ça en naviguant. Un jeu de cartes. Ça joue aussi à l'argent, bien entendu. Là, ici, on reconnaît René Laitier, qui était timonier à bord du Tadoussac. Bien entendu, à bord des navires, la lecture, c'est un passe-temps. L'écriture,
ceux qui jouent un instrument de musique, mais souvent, il y en a qui apportent leur instrument avec eux. Il y en a qui font des maquettes aussi à bord des navires. Le club du Richelieu était trop fort. Chez Chicoutimi, était tanné de perdre. Ils ont fait venir des clubs d'Arvida. Fait que j'ai demandé, c'est pas Paul-Émile Boucher qui m'avait raconté ça. Fait que j'ai dit à M. Boucher, je dis, puis le résultat, ils n'ont pas été capables de battre le club du Richelieu. Et puis, là aussi, j'ai eu un appel téléphonique lorsque mon livre a été sorti. Certaines personnes m'avaient identifié ici comme étant un homme de Sorel, Clément Salois. Et puis, la personne m'appelle, me dit, écoute, je pense que c'est mon grand-père qui est sous la photo, Albert Barras. Elle dit, je suis quasiment sûr. Elle dit, il apparaît à deux endroits dans le livre. Puis elle dit, je vais t'envoyer des photos. Elle dit, tu pourras comparer. Et puis, effectivement, quand elle m'a envoyé les photos, j'ai bien vu que la personne était la même. C'était impossible que ce soit le sosie. Et puis, lorsque j'ai fait ma conférence à Sorel, bien, la fille de Clément Salois était là, puis elle a dit non, c'est pas mon père. Alors, j'avais la certitude maintenant que c'était Albert Barras. Et puis là, il y a quelques personnes, c'est sûr que les joueurs de balle, la plupart viennent de Saint-Ignace ou de Sorel. Puis de Saint-Ignace, on a Germain Latour ici, qui est un lanceur. Alphège Laforêt, qui jouait dans le champ, je crois. Ici, c'est mon grand-père, Louis-Armand Barthes, qui jouait dans le champ. Édouard Barthes, son oncle. Gaétan Valois, qui était à Récourt. Horace Latour, dans le fond, qui est l'oncle à mon oncle Rosaire, qui est l'oncle à mon grand-père. Et ici, Léandre Laforêt, 10 boulots. Léandre, ta troisième but. Léandre il a perdu la vie en étant marin en 1957. Il était à bord d'une drague à Québec. Il a tombé, c'était une drague à succion. Accident de travail. Santé et sécurité n'existait pas à l'époque. Ou ça, en tout cas, ça existait et disons que les inspecteurs, il y avait du laxisme. Il a tombé à l'eau et il a été aspiré par les pompes. On n'a jamais retrouvé son corps. Et puis lui, ce serait un Latour, ici. C'est pas le prénom. Fait que c'était l'équipe de balle du Richelieu qui a perduré là, au début des années 40 jusqu'au milieu des années 40. Je le dis dans mon livre, pour un marin, le navire, c'est pas juste un travail, c'est son lieu de vie. C'est l'endroit que l'on dort, que l'on mange. C'est l'endroit aussi qu'on fraternise. Avec nos compagnons de travail, mais ils deviennent comme une famille. Aujourd'hui, bon, les temps ont changé, mais à une certaine époque, les marins passaient plus de temps avec leurs confrères qu'avec leur propre famille. Enfin, souvent, bien, quand on dit que le navire devient ta première famille, à l'époque, c'était un peu vrai. Et puis, c'est l'endroit qu'on jouait, là, on s'amusait, parce que le navire, outre le lieu de travail, c'était le lieu de vie. Et puis, dans le fond, ce livre-là, c'est un hommage à ces gens-là. Là, je vais nommer les gens qui m'ont aidé, les marins avec qui j'ai fait des entrevues. Puis qu'est-ce que je retiens dans mon odyssée, dans l'épopée des bateaux blancs, c'est les rencontres humaines que j'ai eues avec ces gens-là, pour qui la plupart sont décédés aujourd'hui, malheureusement. Mais le contact humain, c'est ça que je retiens, c'est le plus beau souvenir. C'est des personnes la plupart que je connaissais de nom, des personnes que je saluais. Mais là, j'ai rentré dans leur maison, j'ai rentré dans leur vie. Et puis, même
qu'est-ce qui était beau à voir, beaucoup. Je pense qu'il oubliait mon âge. Puis là, des fois, il me disait, ah ouais, c'est sûr que tu l'as connu, lui, là. Alors, c'est le gars, il est mort en 1960. Là. Non, je ne l'ai pas connu. Et puis, c'est parce que ces gens-là pouvaient partager leur milieu de vie avec moi, en sachant que moi, je pouvais les comprendre. Donc, on remercie Pierre-Émile Bergeron, Paul-Émile Boucher, Évariste Chevalier, Jean-Bernard de Grandpré, Louis-Georges Guivremont, Gilles Massé, André Saint-Jean. C'est tous des gens qui sont disparus aujourd'hui. Il reste Gilbert Daisy, Paul Laforêt, Régent Valois, qui sont en vie aujourd'hui. Et puis, cette conférence-là, je vais la dédier à mon oncle Jacques, qui est décédé il y a quelques mois, qui est parti serein, avec qui j'ai eu des échanges par rapport au bateau blanc, parce que, comme vous l'avez vu sur la photo, bon, il est allé en 63, il s'est fait photographier avec René Lévesque. Mais Jacques, en 1962, alors qu'il avait 17 ans, c'était son premier navire, c'était l'ESS Tadoussac. Il a commencé à naviguer à 17 ans. Fait qu'il a suivi les traces de mon grand-père, qui avait commencé lui-même à 16 ans à naviguer, et les traces de son grand-père, Armand, le père de Rosaire, qui a commencé à naviguer, lui, à 14 ans. Alors, les bateaux blancs, la navigation, c'est l'histoire, ça fait partie de l'histoire de Saint-Ignace, parce que dans toutes les familles à Saint-Ignace, on a des navigateurs, on a des gens qui ont navigué. Et puis, le Québec, mais c'est construit avec le fleuve. Le premier qui est arrivé, Jacques Cartier, il est arrivé par le fleuve. Puis l'artère principale, c'est notre fleuve. Puis avant nous, les Autochtones, bien, ils utilisaient le fleuve aussi. Puis le Saint-Laurent, en algonquin, c'est Malgautowek, qui veut dire le chemin qui marche. Et j'ai la chance de naviguer sur ce chemin qui est majestueux. Et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça aujourd'hui.